Monsieur le Président, distingués assesseurs, grande fut ma surprise d'apprendre le comportement d'un médecin, celui qui devait sauver des vies. Quand je parle de médecin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je pense toujours à ce Congolais qui s'est hissé au toit du monde. Celui qui réparait les femmes, victimes de fistules obstétricales. Qui, pour soigner ces victimes, pour soigner ces dames-là, Monsieur le Président, n'hésitait pas d'utiliser son domicile privé, son salon, sa chambre. Un médecin, il est fait pour sauver des âmes, Monsieur le Président. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, grand chirurgien, reconnu comme tel par l'un de ses co-accusés, le commandant Toumba Diakité, et lui-même vous a dit la fois dernière qu'il opère de la tête aux orteils. C'est un chirurgien de guerre qui, juste dans le dessein de conserver un pouvoir, arrive dans l'enceinte de l'hôpital national d'Onka où des victimes des événements du 28 septembre 2009 étaient couchés ça et là. D'aucuns avec des blessures, d'autres avec des fractures, se tordant de douleur. Ce médecin, donc, n'a pas eu de l'empathie pour ceci. Souvenez-vous du passage de Dr Ben Youssouf Keïta, qui est médecin comme lui, qui s'est offusqué ici quand on l'a appelé docteur. Il dit qu'il n'a pas la force morale de l'appeler docteur. Parce que pour lui, au-delà de la fonction qu'il occupait, ministre de la Santé, il serait venu se joindre à l'équipe médicale pour sauver des âmes. Il se serait illustré, comme je l'ai déjà dit, comme Denis Mukwege. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce n'est pas ce qui a été son comportement. Puisqu'il occupait un poste, il fallait à tout prix conserver ce poste-là, à tout prix donc. Les hommes d'État sont rares. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un homme d'État, c'est celui-là qui pense aux générations futures. Ce n'est pas celui-là qui pense à une élection, une réélection ou un maintien à un poste. Ce médecin a commis des atrocités. Il ne s'est pas limité à ça. Monsieur le procureur vous l'a rappelé tout à l'heure, procureur Sidi qui vous l'a rappelé tout à l'heure, les corps de nos compatriotes tués dans l'enceinte du stade lui ont été remis sur ordre du général Mamadouba Toto Camara. On ne les a plus jamais vus. Plus jamais. J'avais pensé, Monsieur le Président, puisque c'est un médecin, qu'ici à la barre, après tout ce qui a été dit, il aurait levé le petit doigt pour vous dire, parce que les témoignages sont concordants,
pour vous dire, les corps que j'ai reçus sont enfouis au niveau de telle fosse commune. Mais hélas, hélas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce comportement-là aussi mérite d'être puni. Je ne parlerai pas assez de M. Keita, dont Mme Abbé a dénoncé formellement, puisque tout simplement, elle le connaissait anciennement. La version qu'elle a donnée de l'instruction préparatoire, en passant par la confrontation au niveau du pool des juges d'instruction, jusque devant vous, elle l'a maintenue. Le viol, il est constant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Blaise Goumou, officier de gendarmerie, pour sa défense, vous a dit que, et bien vrai qu'il était au stade, mais dès qu'il a vu le groupe de militaires entrer, eux, ils ont décroché. Cependant, c'est un autre c'est quelqu'un de son unité d'origine, les services spéciaux, qui, lors de sa déposition de témoin, a parlé de lui, bien que, à la barre ici, il a voulu se rétracter. En sus, l'une des recrues d'Okalea, qui était en formation au centre d'instruction, vous a clairement indiqué qui était, au moment des faits, monsieur, je m'excuse, Blaise Goumou. C'était bien les éclaireurs du CNDD. C'était eux qui pouvaient réfléchir et concevoir tous les plans et autres. Encore que cette recrue a été constante, que M. Blaise Goumou était constamment au centre d'instruction de Kalea. Et que c'est même lui qui a lu, c'est en sa présence, je m'excuse, qu'on a lu la liste de ceux-là qui doivent venir, des commandos, comme ils l'ont appelé, qui devaient venir la veille de ces atrocités-là. C'est lui qui est venu avec eux. Monsieur le Président, quand cet accusé vous dit qu'il ne connaît rien de tout ça, c'est affreux. C'est affreux. Il ne peut pas invoquer le fait que lui, il n'était pas du tout au centre d'instruction de Kalea, qu'il y avait été nommé instructeur avant l'avènement du CNDD au pouvoir. Il vous a fait état des actes ici, Monsieur le Président. Sauf que, en ce moment, l'administration du centre d'instruction de Kalea avait quitté. Ceux-là qui occupaient des fonctions officielles y avaient été chassés. Donc, ils devenaient de facto les maîtres des lieux. C'est eux, lui, qui ont fourni ces jeunes gens qui sont venus au stade pour perpétrer ces massacres à côté de l'armée régulière.
Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voici le comportement qu'a été la partition donc de Monsieur Blaise Koum. Ça va aller. Alors, ils reviennent, ils disent non. Monsieur le Président, c'est le parquet. Monsieur le Président, il y a les certificats médicaux. Il y a les vidéos et audio. Mais c'est devant tout le monde ici. Vous avez accepté de projeter les films ici. On a regardé. Voici les postes téléviseurs. Tout le monde a regardé. Ceux qui sont en haut, regardez. Nous ici, on regardait. Le dehors, tout le monde en direct. La seule image qui est sortie ici, j'ai vu le colonel Ablaye Chérif Diaby, comme tout le monde, il était arrêté, il a serré la main à quelqu'un. Il a serré la main à quelqu'un. On a entendu, on a écouté les audios. Les audios. Personne n'a indexé ce monsieur. Personne. Personne. Et donc, Monsieur le Président, étant entendu que ces faits de non-assistance à personne en danger que j'ai présentés ici démontrés ne sont pas constitués à son encontre, également les coups et blessures volontaires ne sont pas constitués à son encontre, sans oublier effectivement qu'il y a véritablement la prescription de l'action publique au sens du 4e alinéa de l'article 3 du Code de procédure pénale, en ce sens que l'ordonnance de renvoi constitue le dernier acte d'instruction qui a été posé avant la tenue de cette audience le 28 septembre 2022. Vous allez tirer les conséquences de droit. Les conséquences de droit qui s'imposent. S'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de sanction. Bien. Lorsqu'il y avait ces blessés, je me rappelle très bien, j'ai posé la question à une des victimes ici plutôt, et j'ai son certificat médical ici. C'est un certain Monsieur So Lamine. So Lamine, suivant certificat médical numéro 006, en date du 16 octobre 2009, il a subi une opération. Ça, c'est parmi tant d'autres. Parce qu'on vous présente des certains médicaux ici, certains certificats médicaux, comme un trophée de guerre. Que non, nous, on a fui l'hôpital, on avait peur, il y avait de l'insécurité, le colonel Yabi était là. Mais attendez, vous devrez au moins compulser le dossier. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné ce dossier-là. Dans ce certificat médical, Monsieur le Président, respectueux assesseur, Monsieur So Lamine, dans sa déposition, dans son audition ici, Monsieur le Président, et le rapport qui en est suivi, voilà, ce monsieur a été opéré par la personne même du colonel Ablaye Chérif Diaby. C'est lui-même qui est rentré au bloc, il a opéré. Ministre, chirurgien de profession, il a pris la responsabilité de l'opérer en cette période. Et il a laissé le suivi par qui? Et à qui? Par Dr Kaba Ismaël. Ce rapport, ce certificat médical est versé au dossier de la procédure. Tout le monde l'a. Le résultat, observation sur la suite du traitement, a été opéré, sorti avec un bon état général. Mais on veut coûte que coûte, vaille que vaille,
il faut avoir la tête de ce monsieur-là. Il faut avoir sa tête. Il faut avoir la tête de ce monsieur. Mais, Monsieur le Président, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je m'adresse à vous parce que vous avez véritablement fait déjà beaucoup de succès dans votre travail. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. À vous voir ici, on a l'impression, non, c'est pas possible. On devrait avoir un doyen de l'autre côté. Mais vous assumez vos responsabilités. Vous êtes un professionnel. Vous avez appris votre carrière. Vous avez la maîtrise. Vous avez une autorité. Et vous êtes accompagné des magistrats intègres qui ne fait l'objet d'aucun doute, ni en connaissance, ni en morale. Nous avons confiance en vous. Alors, Monsieur le Président, sur l'infraction qui est reprochée à mon client en ce qui concerne voilà. Je suis à la page 41, le point 6 de l'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2017. À cette partie, il est reproché à mon client une batterie d'infractions. Complicité de fourniture, complicité, n'est-ce pas, d'enlèvement, complicité de torture, complicité de séquestration des manifestants. Tout ça, on met sur sa tête. Et le complice, au sens de l'article 19 du Code pénal, c'est la participation par un individu en pleine connaissance de cause. En pleine connaissance de cause à la commission d'un crime ou un délit dont il y a un autre auteur. En pleine connaissance de cause, la participation d'un individu à la commission d'une infraction dont un auteur principal est là. Mon client, colonel Chérif, il est complice de ces infractions. Mais par quel moyen il faut prouver? Il est complice de quelle infraction? De torture? Qui a cité ici mon client? Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je sais que vous notez, je sais que vous suivez tout le monde. Je sais que votre greffe note. Mais est-ce qu'il y a eu une seule personne qui est venue ici, soit un témoin, soit une partie civile, qui a déposé ou qui a donné ici comme quoi colonel Abla Chérif Diaby a participé aux actes de torture des manifestants, aux actes d'enlèvement des manifestants? Qui? Là-dessus, on ne discute pas. On ne discute pas là-dessus. Il n'y a aucun acte de complicité qui puisse la forcer. Personne n'a déposé ici. Aucun témoin, aucune partie civile ne s'est livré devant vous comme quoi colonel Abla Chérif Diaby a été complice de la torture des manifestants, a été complice de l'enlèvement des manifestants, a été complice de séquestration. Personne. Personne. Monsieur le Président,
Nous ne prenons pas la défense parce que simplement il faut la faire ainsi. Mais nous prenons la défense avec une conviction, avec véritablement des preuves contraires de celles présentées de manière un peu bancale par le ministère public. Colonel Chérif ne peut pas... Alors, par rapport à ces éléments constitutifs, Monsieur le Président, j'ai dit que l'infraction non-assistance à personne en danger, avant ces éléments constitutifs, il y a des conditions préalables. Ces conditions sont de deux ordres. Les conditions liées à l'auteur lui-même et les conditions liées à la victime. Les conditions liées à l'auteur. La condition principale et fondamentale, c'est la présence physique de l'auteur sur les lieux. La présence physique. Vous avez la première, ou la deuxième d'ailleurs, l'auteur doit être conscient de l'existence d'un danger. Être conscient de l'existence d'un danger, c'est parce que vous êtes proche de ce danger-là, d'une manière ou d'une autre, de manière spontanée ou de manière ou sur appel. Mais l'auteur doit être conscient de l'existence d'un danger. Et être conscient de l'existence d'un danger, cela suppose que vous êtes présent. Sans cette condition, on ne peut pas le retenir. La deuxième, qu'il a eu l'occasion d'apporter secours, sans pour autant qu'il risque sa vie elle-même. Mais il a refusé. Il a eu l'occasion d'assister, sans pour autant que lui-même ne soit victime de ces mêmes faits, mais il a refusé de le faire. Ça aussi, à cette condition-là, il n'y a que cette condition est assortie de la présence physique de l'auteur. Je suis au stade 28 septembre. Colonel Chérif, comment il peut refuser d'assister une personne pendant qu'il n'est pas présent sur les lieux? Comment il peut refuser d'assister une personne pendant qu'il n'est pas là, pendant qu'il n'est pas au stade? Autre condition, Monsieur le Président, c'est qu'il a apporté son aide, pas par sa volonté, et donc par une force extérieure, il a été contraint de le faire. Si vous êtes contraint de faire une assistance, vous êtes poursuivable. Il a assisté contre son gré. Vous pouvez être retenu pour responsable. Parce que vous n'avez pas agi avec volonté. Mais toujours est-il que c'est la présence physique de cette personne-là. Mais comment quelqu'un se noie dans l'eau, vous n'êtes pas de passage, vous n'êtes pas là-bas. Et on vous appelle au matin pour vous dire, écoutez, monsieur, hier, voilà deux hommes qui étaient dans l'eau, qui étaient en train de se noyer, tu étais de passage, tu n'as pas fait, tu n'as pas assisté. Vous êtes convoqué. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'autre condition, lui-même, il a eu l'intention de mettre en péril la personne. Au-delà de secourir, il veut véritablement nuire à la vie de la personne. Mais c'est sa présence également, Monsieur le Président. Sans ces conditions, Colonel Diaby ne peut pas être retenu pour responsable ou coupable des faits de non-assistance à personne en danger au stade du 28 septembre et environ. Au stade du 28 septembre. Pas possible le jour de la manifestation. Le jour de ces drames-là, il n'était pas présent au stade. Qu'on l'épargne de cela. Qu'on l'épargne de cela. Ça, c'est les conditions qui sont liées à l'auteur. Et toutes ces conditions citées, Colonel Chérif Diaby n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Monsieur le Président, la condition qui est liée à la victime, c'est qu'au moment du danger,
la personne ou la victime doit être vivante. Ces manifestants étaient au stade du 28 septembre. J'étais sain, sauf quand je partais là-bas. Mais si ce monsieur n'était pas présent, mais on ne peut pas le tenir responsable pour ça. C'est pratiquement impossible, ça. C'est pratiquement impossible. Que le primitif soit très fidèle à cela. Alors, outre ces conditions, Monsieur le Président, il y a des éléments constitutifs. Les éléments constitutifs de cette infraction. Les 3 éléments, le premier ne fait l'objet d'aucun commentaire. C'est l'élément légal de l'infraction. C'est les dispositions des articles 297 et 298 du Code pénal qui punissent des peines allant de 1 à 5 ans d'une amende variant entre 1 million à 5 millions de francs guinéens, si je m'abuse. L'élément matériel, Monsieur le Président, il faut l'existence d'une menace. L'existence d'une menace à l'intégrité physique de l'auteur. Cet élément aussi fait défaut parce que le colonel Chérif, pour qu'il se décide d'organiser cette menace à l'intégrité physique d'une personne quelconque, n'était pas présent au stade du 28 septembre, ce jour-là, le 28 septembre 2009. Qu'on lui reconnaisse au moins qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, ni de près, ni de loin. Le colonel n'a pas été au stade du 28 septembre. Tout le parcours ce jour, le lendemain, le 29, le surlendemain, le 30, le colonel n'a pas vu le stade du 28 septembre. Il n'était pas là. Que ça cesse. La deuxième, ou le deuxième élément, Monsieur le Président, il s'agit de l'absence d'action. L'absence d'action. Parce que, en droit pénal, on peut être poursuivi pour une omission d'action. Le fait de ne rien faire, le fait de s'abstenir, le fait d'observer l'inertie face à un danger et que vous soyez présent, vous pouvez être poursuivi pour cette infraction-là, non-assistance à personne en danger. Et quand l'intéressé n'est pas là, quand il n'y a pas d'absence d'action, quand l'auteur lui-même n'est pas sur les lieux, on ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. On ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. Alors, le ministère public, puisqu'il n'a rien trouvé dans l'ordonnance pour pouvoir asseoir votre conviction, Monsieur le Président, il s'est attaqué automatiquement à des prétendues preuves. Ce brillant procureur, je l'ai écouté avec intérêt ici. Au point même, il nous a distribué un peu les larmes. Mais nous, on est serein. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour présenter mes plaidoiries dans cette affaire. Monsieur le Président, le plan de mon travail, de mes plaidoiries, vous allez dire, va d'abord consister à parler de Blaise Goum, de sa personnalité, pour vous dire qui est M. Blaise Goum, qui est cet officier supérieur de la gendarmerie nationale, dont on essaie de l'autre côté
de le rendre rouge comme le cramoisi, alors qu'il est blanc comme la neige. Donc je vais parler de son parcours, de ses formations, de ses expériences professionnelles et bien entendu de sa moralité. Ensuite, je parlerai des faits. Quand je parle des faits, c'est la version réelle des faits malicieusement dénaturés par le parquet. Donc je parlerai de sa version réelle des faits et je parlerai également, en tout cas, des dépositions, pas de tous les témoins, mais des témoins qui m'intéressent. Nous en discuterons. Et aussi, je parlerai de certaines pièces du dossier. Je m'intéresserai à la fameuse ou prétendue photo de M. Blaise Goum. Je parlerai de la photo de Moto. Et concernant toujours les pièces du dossier, je parlerai du rapport de la commission d'enquête internationale. Je parlerai également de ce courrier, de ce fameux courrier qui a été, en tout cas cette lettre-réponse, qui a été communiquée par le parquet, qui provient de l'actuel directeur du centre de formation de Caléa. Et bien entendu, je vais répliquer aux plaidoiries de mes confrères des partis civils, en tout cas les points concernant mon client, le colonel Blaise Goum. Et je répliquerai également aux réquisitions du ministère public. Ah oui. Et je parlerai enfin de la non-imputabilité des faits poursuivis au colonel Blaise. Sur ce, je procéderai au résumé de mes plaidoiries. Bien entendu, ce n'est pas un exposé que je suis venu faire, ni une dissertation juridique. Ce sont plutôt les différents points à développer dans mes plaidoiries. Mais bien avant, Monsieur le Président, comme l'ont fait mes prédécesseurs, j'aimerais d'abord, Monsieur le Président, honorables assesseurs, avant d'entamer mes plaidoiries proprement dites dans cette affaire, j'aimerais, avec votre permission, rendre grâce à Dieu. Ah oui, au commencement Dieu, à la fin Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu, le Dieu de tout don parfait, de toute grâce excellente, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, d'avoir maintenu tous les acteurs ou intervenants dans ce procès emblématique, en bonne santé, depuis l'ouverture des débats jusqu'à cette phase cruciale des plaidoiries et réquisitions. Ma prière, Monsieur le Président, ma prière pour vous,
est que ce souverain juge de toute l'humanité, ce Dieu omniprésent, ce Dieu omniscient, ce Dieu omnipotent, ce Dieu qui voit la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire, ce Dieu qui était présent le 28 septembre 2009, ce Dieu qui a été témoin oculaire des événements du 28 septembre 2009, ce Dieu qui nous a suivis tout au long des débats et qui a les yeux fixés sur nous à l'instant T. Ce Dieu qui aura également les regards fixés sur vous, Monsieur le Président, honorables assesseurs, dans votre lieu secret, quand vous allez vous retirer pour délibérer. Ce souverain juge qui vous a délégué une portion de son pouvoir vous inspire et vous guide à dire le droit dans cette affaire. Je réitère mes condoléances les plus attristées à toutes les familles de nos compatriotes qui ont trouvé la mort dans ces événements du 28 septembre 2009. J'adresse particulièrement mes sincères condoléances les plus émues à mon distingué confrère Ouri Bayeloba, que j'appelle respectueusement grand frère, lequel a perdu son jeune frère dans les 10 événements. Que le Dieu de toute bonté et de toute consolation console et guérisse les cœurs brisés. Toute ma compassion aux victimes blessées qui ont subi des séquelles. Mes vifs remerciements à Monsieur le Président, à vous, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, pour votre patience, votre sagesse et votre sérénité remarquable. Mes chaleureux remerciements à son Excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État et chef suprême des armées, et à son ministre, son ex-ministre, M. Alphonse Charles Wright, pour son sens élevé de justice et sa bonne volonté manifestée par l'organisation de ce procès emblématique. Je remercie également nos partenaires techniques, dont le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, représenté par le confrère Éric Sémien du barreau de Côte d'Ivoire, pour le renforcement de nos capacités professionnelles par l'organisation de 2 sessions de formation à Koya et à Kindia. Je remercie très respectueusement les bâtonniers Zibri Kouyaté, Mamadou Diop Soirée pour leurs conseils et leurs interventions en faveur des avocats intervenant dans ce procès. Mes remerciements vont à l'endroit de M. le bâtonnier Dina Sampil, sous le magistère duquel j'ai été admis au CAPA et prêté serment le 30 novembre 2012. Qu'il en soit vivement remercié. Je remercie humblement mes éminents professeurs, Maître Amidou Bari, qui a été mon professeur de droit civil, le bâtonnier Mohamed Traoré, qui a été mon professeur de droit social, Maître Lancinet Silla, qui a été mon professeur de procédure pénale et qui a été le président du jury de ma soutenance.